Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à cette réunion d'appartement virtuelle et avec ce beau temps à l'extérieur. On a vécu une campagne totalement inédite et espérons-le unique. Et je renouvelle ici ma compassion aux familles endeuillées. La pandémie liée au coronavirus a bouleversé nos habitudes. Le confinement a modifié nos relations sociales, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. La campagne des municipales a pris un format singulier avec plus de 3 mois entre le premier tour et le second. Nous sommes dans une période de transition et d'interrogation. La seule certitude en ces temps contrastés, c'est mon engagement, l'engagement de la liste réelle et des 50 colistiers. Oui, je m'engage car Rueil a besoin d'une nouvelle et réelle alternative citoyenne. Oui, je m'engage pour restaurer une réelle démocratie locale qui ne se limite pas à glisser un bulletin de vote tous les 6 ans et à se voir imposer les décisions de la mairie pendant l'ensemble de la mandature. Oui, je m'engage pour une transparence exemplaire et réelle de la municipalité. Oui, je m'engage pour que Rueil-Malmaison soit une ville qui se pense, se vit, se développe et se partage avec vous. Alors, quel Rueil voulez-vous? Bétonisation à outrance, circulation saturée, dynamique commerciale dégradée, faible implication des habitants, vie démocratique locale étouffée et gouvernance unipersonnelle? Ou voulez-vous une ville réinventée avec ses habitants, une ville qui respire, une ville en dialogue avec tous pour faire de Rueil une ville plus verte, plus solidaire, plus équilibrée, plus vivante, plus transparente? Alors, depuis 6 ans, les 4 élus de Rueil-c'est-vous ont travaillé ensemble. Nous avons été rejoints il y a 2 ans et demi par le groupe Construisons ensemble Rueil de demain et par de nombreux Rueilloises et Rueillois, tous désireux avant tout de porter un projet ambitieux. Réel est devenu notre ambition commune. Ce programme, partagé et élaboré grâce à l'expérience de 5 conseillers municipaux sortants, de 3 anciens maires adjoints et aux compétences multiples des colistières et colistiers, reflet de l'identité rueilloise et de toutes ses composantes de la société civile, aborde la gestion de la ville par une approche agile, transversale et dynamique. Cette approche est déclinée en 8 thèmes interdépendants. Vous les connaissez sur notre programme: vivre, habiter, se déplacer, grandir et vieillir, s'épanouir, participer, informer et s'informer, travailler. C'est une vision structurée, c'est un projet détaillé et ce sont des solutions partagées. Donc dimanche 28 juin, ce sera à vous de choisir pour 6 ans. Et la question, stop ou encore? Merci François, très clair. Alors, Hugues Ruffat, conseiller municipal aujourd'hui. Hugues Ruffat, vous êtes cadre dirigeant dans une grande entreprise de services numériques, une ESN de 28 000 personnes. Vous avez fait toute votre carrière dans ce secteur. Vous avez eu différentes fonctions, dont celle de directeur financier. Vous gérez aujourd'hui les activités de développement international de votre groupe. Sur le plan de votre activité publique, vous êtes élu depuis 6 ans aux côtés de François Jeanmaire. Vous le suivez depuis 2001. Vous siégez donc depuis 6 ans au conseil municipal, à la commission des finances de la ville. Ruffat, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience, de cette mandature qui va démarrer dans une semaine? Merci Olivier, toujours des questions sympathiques de la part d'Olivier en ce qui me concerne, c'est toujours très agréable. Qu'est-ce que ces 6 années m'ont apporté? Qu'est-ce qu'elles m'ont permis de voir? Eh bien, elles m'ont permis de voir que la situation financière de la ville est préoccupante, est vraiment préoccupante. Alors, ce n'est pas tant au niveau de la gestion, les comptes sont équilibrés, c'est une obligation légale. Quoi qu'il y aurait des choses à redire sur la gestion, il n'y a qu'à regarder le rapport de la Caisse régionale des comptes qui nous partage un certain nombre de constats plutôt alarmants. Mais je préfère revenir, moi, sur les conséquences de la politique sur les finances de la ville. En fait, on le voit bien sur cette photo qui illustre bien la situation de la ville. On a des constructions multiples et variées, galopantes, il y en a partout. Et pour que les Ruellois puissent vivre à peu près correctement dans la ville, eh bien, il faut construire par ailleurs des piscines, il faut construire des gymnases, il faut construire des écoles, il faut construire tout ce qu'il y a autour. Et tout ça, c'est nécessaire vu la croissance de la ville et ça a un coût énorme. Alors,
une fois qu'on se lance dans ces constructions, eh bien, il faut les financer. Et les financer, comment on peut faire pour financer tout ça? Eh bien, il y a les fonds de la mairie, hein, du budget de la mairie, et ça, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y a une autre solution, c'est de vendre le patrimoine de la ville. Ça, la ville le fait un peu. Et puis, il y a le recours à la dette et aux emprunts, plus exactement, qui fait grossir la dette. Aujourd'hui, on est dans une situation de dette, une dette qui est colossale, une dette qui va perdurer. Elle est en croissance tous les ans et le coût de la dette par habitant est absolument astronomique. Il est bien au-delà de la moyenne des villes de notre taille, de notre catégorie. Alors ça, c'est vraiment une préoccupation majeure parce que ça va durer sur plusieurs dizaines d'années. Les emprunts sont très longs et on a une dette qui est énorme. Alors, si on en vient maintenant à la liaison avec le programme de Réel, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va reprendre ça? Parce qu'il y a des dépenses qui sont engagées, mais il y a une approche que nous allons mener, qui est une approche budgétaire qui est base zéro, qui va nous permettre d'identifier les dépenses et de travailler sur le court, moyen et long terme, notamment sur les premières initiatives qui vont être prises chez nous, chez Réel, par l'équipe Réel. Hein. On va immédiatement, sur les 100 premiers jours, mettre en place un certain nombre d'actions qui vont impacter directement les Ruellois. Et c'est sur cette première analyse qu'on va pouvoir dégager des marges de manœuvre. Mais il faut traiter le moyen et le long terme aussi. Et dès le début, on va travailler sur la restructuration de la dette. C'est essentiel, c'est indispensable. Le coût de la dette, puisqu'on rembourse du capital, mais aussi on rembourse des intérêts et qui pèsent énormément sur le budget de la ville. Donc, on va là restructurer, rediscuter de tout ça. Et puis après, il y a une transformation de la ville en termes de digitalisation. Ce qu'on appelle les e-démarches administratives, hein, que vous puissiez avoir accès plus facilement de manière digitale à l'ensemble des services de la ville. Et pour ceux qui n'ont pas accès à des moyens électroniques, ordinateurs, téléphones portables, ou qui n'ont pas l'appétence pour traiter ça, eh bien que des agents puissent aller à la rencontre des gens qui sont à mobilité réduite, qui n'ont pas l'appétence pour le digital et qui seront aidés, accompagnés par les agents. Voilà, on a une vraie vision de transformation pour dégager les marges de manœuvre et pour pouvoir adresser les points et la transformation de la ville tout en conservant, même en améliorant le bien-être des Ruellois. Il faut savoir une chose, hein, c'est que cet urbanisme galopant va avoir un impact pas seulement sur les finances, il va avoir un impact sur l'environnement. On va rajouter quelques milliers de voitures. Le métro du Grand Paris arrivera avec 10 ans de retard, voire plus. Donc tout ça va converger dans Rueil et notre bien-être, le bien-être de nos enfants va être impacté. Voilà, donc c'est en dehors de la partie financière, il y a aussi sur l'environnement des choses à traiter. Merci, merci beaucoup Hugues. Je me tourne maintenant vers François. François, donc le programme pour changer d'air, quel est-il? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes? Quel est finalement le concret de toute cette démarche? Il est urgent de réinventer la ville de Rueil, qu'il soit moins concentrée, moins bétonnée, moins bruyante, moins opaque, mais plus verte, plus solidaire, plus équilibrée, plus vivante, plus transparente. Une ville où l'on respire en plus en toute sécurité. Alors de notre programme, et la crise sanitaire nous y oblige, nous avons priorisé 28 actions concrètes à engager immédiatement. Vous avez pu les noter, les voir sur les différents réseaux sociaux, sur notre site internet, réel2020.net. Et sur ces 28, je vais vous en présenter 10 pour faire de Rueil une ville au service de tous dès demain. Alors, ce focus sur 10 d'entre elles, c'est d'abord 20 navettes électriques municipales équipées PMR, donc personnalité à mobilité réduite, qui va permettre de relier tous les villages, parce qu'on a le village de centre-ville, mais on a 11 villages tout autour. Il ne faut pas oublier que la ville de Rueil est la plus grande en superficie des Hauts-de-Seine. Et donc, pour que les Rueillois puissent venir en centre-ville et puissent revenir chez eux,
on va équiper la ville d'une flotte de 20 minibus électriques, ce qui va permettre de décongestionner la circulation et de pouvoir faire accéder tous les Rueillois à un centre-ville. Deuxième focus, l'aménagement de 15 km de pistes cyclables. Alors ces 15 km, on ne les a pas sortis du chapeau, on a travaillé dessus. On a regardé, puisque Rueil est une ville quand même historique, il y a des petites rues, il y a des ruelles passantes et étroites, et il y a aussi des routes qui dépendent du département. Donc, on va travailler avec toutes les associations que j'avais déjà vues avant le premier tour. Dès le mois de janvier, j'ai rencontré différentes associations écologiques et des cyclistes, etc. Donc, on va travailler en concertation avec eux pour qu'on puisse faire des pistes cyclables aménagées, donc sécurisées, de façon à ce que les personnes, les Rueillois, puissent accéder au RER, au Mobipol, avec des trajets sécurisés. Cela va prendre du temps, mais dès le départ, dès le 29 juin, on enclenchera des réunions et on enclenchera des projets de trajet pour que vous puissiez circuler à vélo en toute sécurité. Sans oublier aussi les piétons, puisqu'on n'est pas là pour opposer automobilistes, motocyclistes, piétons avec les vélos. La troisième, c'est Rueil plus solidaire, c'est plus de prévention dans les écoles. Donc, harcèlement et sécurité, puisqu'on a beaucoup d'enfants qui arrivent et il faut harmoniser et protéger toutes les entrées d'école, que ce soit le matin ou le soir. Nous avons après organisé les actions intergénérationnelles. Alors, c'est pour rompre la solitude, c'est pour renforcer le lien entre nos jeunes et nos aînés. On va imaginer des rapprochements entre EHPAD et écoles primaires, puisque beaucoup d'EHPAD sont à côté des écoles primaires. Ça sera une meilleure intégration de tous, y compris des personnes qui sont isolées, qui sont dépendantes ou qui sont handicapées. Pour être sûr, la ville doit s'équiper. Donc, on a budgété et prévu l'embauche de 8 policiers et de 2 véhicules supplémentaires pour la police municipale, pour que vous ayez des nuits plus sereines et une ville plus sûre. Pourquoi 2 véhicules supplémentaires? Puisque, je le disais tout à l'heure, la ville est grande en superficie. Et donc, on ne peut pas faire une patrouille de nuit qui va passer 1 heure dans les bas de Rueil et puis qui va aller une fois dans les hauts. Donc, 2 véhicules tourneront systématiquement. Plus équilibré aussi. Pourquoi construire autant de logements neufs alors qu'il y a 2200 logements sans confort sanitaire ou indignes à Rueil? Le droit pour tous de vivre dans un logement décent. Aujourd'hui, nous avons des Rueillois qui vivent dans des logements qui sont indignes. Donc, nous allons mettre l'accent sur la rénovation de tous ces logements et exiger des bailleurs, avec visite, que tout ça soit possible rapidement. La crise du coronavirus, elle nous a montré que le télétravail et le coworking étaient importants, puisque beaucoup d'entre vous ont travaillé chez eux. Donc, on va créer des campus dédiés au télétravail et au coworking, puisqu'il y a une réelle demande des Rueillois à travailler chez eux, ce qui va permettre de travailler près de chez soi et comme au bureau. Mais comme au bureau, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, on va créer des campus de façon à ce que les gens retrouvent l'ambiance d'un bureau à Rueil, ce qui permettra au commerce local d'avoir plus de clients, puisque si on ne va pas à Paris ou dans d'autres villes, on consommera à Rueil. Les marchés de village, bon, c'est une idée qu'on nous a volée, là, il y a, je crois, la semaine dernière. Donc, tous les marchés de village ouverts, le week-end ou le samedi ou le dimanche, de façon à faire vivre le commerce et donner vie à tous les quartiers et favoriser les producteurs locaux. Bon, ça, c'est un projet qui date de 2014. Si nous voulons être transparents, il faut ouvrir toutes les commissions, et principalement les commissions, on va dire, politiques, à savoir les permis de construire, les logements sociaux et les places en crèche, où tout est abscon et tout est obscur. Il faut retisser la confiance et renforcer la démocratie locale. Je n'ai pas vu la petite vignette sur l'écran. Voilà, ça c'est important. On se bagarre depuis 6 ans avec Rueil, c'est vous. Et puis aussi, si on veut que vous soyez heureux de votre mairie, puisque la mairie c'est votre hôtel de ville, vous êtes chez vous. Nous voulons des élus respectueux et bienveillants.
et des agents municipaux qui seront respectés et encouragés pour vous donner le meilleur service à tous. Voilà, j'ai décliné les 10 focus sur nos 28 propositions et vignettes que vous avez donc vues sur Internet. Je vais maintenant laisser la parole, je crois que c'est à Anne. C'est Anne. Voilà. Anne. Et ben, François, donc c'est très clair, mais effectivement, pour mettre en œuvre toute cette dynamique, la manière de faire, l'état d'esprit compte tout autant. Et donc, je m'adresse à Anne Hummler. Donc, Anne Hummler, voilà, vous êtes conseillère municipale, vous aussi, vous êtes chef d'entreprise et vous avez justement sur toutes ces approches un regard particulier. Qu'est-ce qui fait que finalement que Réel a cette démarche particulière qui va faire réussir toutes ces mesures? Merci Olivier. Donc effectivement, je voudrais vous parler de quelque chose de très très important qui est la posture. Parce qu'évidemment, il est tentant de comparer un programme ou les programmes point à point, mesure par mesure. Et si on fait cet exercice, finalement, on se rend compte qu'il y a des divergences, mais il y a aussi des similitudes, même avec le programme du maire sortant. C'est pour ça que moi, je pense que le plus fondamental, c'est la posture. Mais pour bien mettre les choses en perspective, je vais quand même dire quelques mots sur les deux autres listes. Alors d'abord, le programme de renouveau. Bien sûr, aucune surprise va présenter des similitudes, comme je l'ai évoqué, puisque nous avons, l'écologie tient une place très importante dans nos fondamentaux. Dans ce programme de renouveau, on a même trouvé des... Mais renouveau, c'est aussi l'association de plusieurs partis qui vont être porteurs d'idéologie radicale. Je pense à la France insoumise, au Parti communiste. Et oui, ça existe encore. Enfin bref, c'est la liste pastèque. Il y a la liste du maire sortant. Alors là, c'est une kyrielle d'investiture dont le maire sortant s'est un temps flatté. LR, UDI, Modem, La République En Marche. Alors, plus récemment, il cherche à relativiser, à mettre l'accent sur la société civile immobilière. Alors, moi, il s'avère que je viens de passer 6 ans dans l'opposition, dans le groupe Réussez-vous. J'étais aux premières loges pour observer la gouvernance, les pratiques du maire sortant, de sa garde rapprochée, celle qui prendra peut-être sa suite dans la prochaine mandature, donc le même, empire. Je peux témoigner que le maire sortant investit une énergie considérable à démontrer qu'il a raison. Le maire a raison toujours. Il a raison parce qu'il a raison contre tel acteur politique. Il a raison contre les associations de riverains. Il a raison contre une rumeur. Il a raison contre ses collaborateurs ou son équipe souvent. Il a raison parce qu'il a 40 ans d'expérience. Il a raison parce que les Ruéois ne sont pas capables de comprendre. Il a raison aussi souvent parce que ce n'est pas de sa faute. Alors en fait, il n'écoute pas, il décrète, il décide seul, expression souvent entendue, souvent vécue. La mairie de Rueil, tout se décide et se dessine d'ailleurs au 3e étage. C'est une vraie réalité. Alors c'est pas Rueil uniquement, c'est tout un système de caste politique qui s'est installé au fil des dernières décennies. Le maire sortant en est un très très bon exemple. Il se sent très très à l'aise dans cet exercice. Et j'ai envie de dire que pour nous, justement, ce qu'on va apporter, c'est de faire une véritable refonte de ces pratiques. Chez Réel, l'enjeu n'est pas d'avoir raison en toutes circonstances, ce n'est pas de défendre une idéologie. L'enjeu, c'est de trouver sur chaque sujet, sur chaque enjeu, la solution la plus pertinente avec les Ruéois, en intelligence avec eux, en s'entourant des bonnes compétences. C'est aussi de rendre les choses compréhensibles pour que les Ruéois puissent se sentir concernés, participer aux décisions. C'est aussi passer du temps sur des projets plus structurants, en collaboration à la fois à l'intérieur de notre équipe, mais aussi avec les Ruéois. Alors on nous a dit parfois sur le terrain, oui, mais de toute façon, vous avez voté 80% des résolutions. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, puisque tout ce que fait la mairie aujourd'hui, c'est gérer les affaires courantes et les affaires immobilières. Donc, dans les 20%, vous trouvez les achats d'une parcelle de terrain par là, et puis une autre par-ci, et puis encore une autre, des affaires sur lesquelles nous n'avons pas toujours toutes les informations de manière transparente. Il y a le budget aussi. Ça, ce sont les 20% de choses sur lesquelles nous n'avons pas voté. Les 80%, ce sont des affaires courantes. Pour nous, une vision de ville, ce n'est pas seulement les affaires courantes, c'est penser la ville dans sa globalité,
Moi, ce que j'aime chez François, c'est sa capacité à s'entourer, à fédérer une équipe et des compétences, à démultiplier l'énergie de chacun et de l'ensemble du groupe. Vous nous avez vus sur le terrain. J'ai eu cette remarque encore ce matin. Ce matin, on nous disait encore, quand on vous voit les gens de votre équipe, on a envie de voter pour vous. Alors ça, c'est François. C'est cette manière de fédérer. Ce que j'aime chez François aussi, et ce qui est important, c'est une sincérité, une intégrité et un courage. Et enfin, je dirais que François aime sa ville comme il aime son équipe. Et moi, je crois qu'avec ça, effectivement, on peut changer le logiciel. Et c'est ça la posture. Et c'est ça l'esprit réel. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, c'est très clair. La méthode, l'écoute, l'intelligence collective, finalement, c'est ce qui manque crucialement à notre ville. Alors, je vais repasser la parole à François pour dire peut-être un dernier mot sur l'ensemble de ses interventions. Et puis ensuite, on va prendre vos questions. Je crois qu'il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Vous êtes plus de 60 personnes maintenant en ligne, en direct avec nous. Et voilà, donc François, un petit mot sur toutes ces interventions. Merci Olivier. Je vais conclure rapidement puisque je sais qu'il y a beaucoup de questions. Être maire, ce n'est pas avoir raison sur tout, bien entendu, mais c'est créer les conditions de la dynamique d'une équipe pour mobiliser le meilleur des compétences individuelles et collectives de son équipe et de tous les agents municipaux. Comme vous, j'aime Rueil. Alors pour que la démocratie respire, pour que vous puissiez avoir votre mot à dire dans les décisions qui vous concernent, votez réel et nous construirons ensemble la vie réelle. Merci. Super. Merci beaucoup François, merci Hugues, merci Anne. On reste avec vous et on va prendre les questions qui se présentent. J'en ai déjà une première qui s'affiche à l'écran de Nicolas. Suite à la discussion sur la dette, la ville vient de donner 65 000 € à l'école sous contrat Notre-Dame et 55 000 € à l'école Charles Péguy pour rendre la cantine gratuite. On imagine le coût colossal pour le contribuable bruxellois pour 14 autres établissements. En effet, avec un coût moyen estimé de 50 000 €, on arrive à un total de 820 000 € au bas mot. Trouvez-vous cette mesure équitable ou purement électoraliste? Et comment se fait-il que ne se soit pas voté au conseil municipal? Merci, monsieur François Jeanmaire. Non. Je vais répondre. D'abord, cette décision n'a pas été votée par le conseil municipal, puisque c'était pendant le confinement. Et donc, l'État a donné la possibilité au maire de prendre des décisions sans convoquer le conseil municipal. Alors, sur ce sujet des cantines, j'ai une position mitigée dans le sens que c'est vrai qu'on est en période électorale. Alors, tout ce qu'on fait gratuit, beaucoup de gens vont trouver ça très bien, mais je pense qu'il aurait fallu avoir une graduation dans l'aide. Quand il y a, je crois, 7 ou 8 quotients différents et suivant le quotient familial, on a un tarif de cantine réduit ou de plus en plus élevé. Donc, je pense que les 2 premiers niveaux auraient pu, puisque c'est ces gens-là qui ont le plus besoin d'être aidés, d'avoir la cantine gratuite et aux autres d'avoir un tarif un peu plus élevé, etc. Mais du moment que l'école est sous contrat d'association avec l'État, c'est tout à fait normal et ce n'est pas contraire aux habitudes et aux obligations de la ville d'aider les écoles privées sous association d'État. Voilà, si j'ai répondu. Merci. Autre sujet d'actualité, qu'en est-il de la position de Réel par rapport à l'affaire de Madame Laurence Rivière et des commerçants non sédentaires refusés sur les marchés rueillois? Je vais continuer. Oui, j'ai pas compris. Là, je veux dire, j'ai pas compris la position du maire pour interdire les forains, les volants qui n'étaient pas axés, enfin leur métier n'était pas les métiers de bouche. Donc tous ces volants qui sont là depuis des années, le mardi, le samedi à Jean Jaurès, à Noutari, le dimanche, à Buzinval, d'autres jours le mardi et le vendredi. J'ai pas compris, et j'oublie les Godards, j'ai pas compris la décision du maire de les interdire alors qu'ils avaient toute leur place puisqu'ils l'avaient avant. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, vu le tohu-bohu ce matin, il y a eu un petit sitting de la part des forains volants, le maire est revenu dessus. Donc c'est plutôt à lui de poser la question parce que moi je trouve ça dommageable pour tout le monde, et forains et clients des marchés.
Nouvelle question. Si vous êtes élu, allez-vous augmenter les impôts ou ferez-vous les mêmes promesses que M. Ollier? Je sais pas à qui Je vais ça peut-être s'adresse. répondre là-dessus. Si Ouais, tu veux. je vais commencer. Je vais faire. Vas-y. Oui, alors. Vas-y. Moi, je pars du principe que on a des marges de manœuvre parce qu'on ne sait pas tout. Hein. La gestion de la ville est tellement opaque que je pense que si l'inflation annuelle est autour de 1%, je pense qu'on peut faire toute la mandature sans augmentation d'impôts. Que ce soit la taxe d'habitation, mais il y aura de moins en moins de personnes qui vont la payer, mais que ce soit le foncier non bâti et le foncier bâti. De toute façon, vous avez vu les chiffres, c'est tellement augmenté que ça serait indécent de continuer à les augmenter. Hein, mais ça augmente toujours en début de mandature, et puis à la fin, on fait promesse 0, mais quand on additionne les taux d'augmentation, on arrive à une augmentation bien supérieure au taux d'inflation constaté par l'INSEE. Et je laisse la parole à Hugues pour… Je ne vais pas en rajouter. Tu as parlé des taxes foncières à titre individuel. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon et mécaniquement, la contribution de la taxe foncière va augmenter mécaniquement. Vu la masse de construction qui est en cours et qui a été réalisée et qui est à venir, forcément, le revenu lié à la taxe d'habitation, lui, il va augmenter. Ce n'est pas pour ça qu'individuellement, il va augmenter et nous ne l'augmenterons pas. Mais effectivement, plus il y a d'habitations, plus il y a de propriétaires, plus la taxe foncière va contribuer de manière forte. C'est peut-être ce que cherche aussi la mairie. Merci. Question qui nous a été envoyée aussi. Ma première question porte sur la dynamisation du centre-ville d'un point de vue du commerce. Que comptez-vous faire pour rendre attractif le centre-ville et inciter de nouveaux commerçants à s'installer de façon durable à Rueil? Ça, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée lors de nos réunions d'appartements, lors de nos tractages sur les marchés. On a déjà commencé à travailler. Alors, il y a plusieurs options, il y a plusieurs voies pour dynamiser encore plus le centre-ville. Déjà, il faut reconnaître qu'on a un centre-ville qui est bien, mais il n'y en a qu'un. Malheureusement, on ne pourra pas en faire d'autres. Il y a eu des essais de commerce à Rueil-sur-Seine, à Buzinval, etc. Il n'y a pas, la zone de chalandise n'est pas assez importante pour que ces commerces vivent et puissent être rentables. Donc, nous pensons qu'il faut donner au centre-ville, enfin, il faut donner à tous les Rueillois, grâce à ces minibus électriques, la possibilité de venir en centre-ville sans surcharger les parkings, de les aider avec des systèmes de portage, etc., ou à domicile ou dans le minibus. Et puis, la question de la piétonisation du centre-ville va se poser. Donc ça aussi, c'est en accord, en discussion avec les commerçants. Mais je pense que là où on peut piétoniser, au minimum le samedi et le dimanche, en supprimant le passage des bus à souffler, et on a déjà vu la possibilité avec les organismes compétents de passer par le boulevard Stel avec un arrêt près du théâtre André Malraux et puis un autre en haut de Monoprix, ce qui permet à ces gens qui descendent sur les lignes de la RATP normale de faire 100 mètres et de se retrouver au centre-ville. Voilà. Mais un centre-ville piétonnier, des horaires, des fêtes, pas une seule fois, mais des fêtes multiples pour aider les commerçants, nous y serons attentifs et nous y serons moteurs. Merci. La seconde question de cette personne concerne les taxes foncières qui ont énormément augmenté pendant le mandat de M. Ollier. Allez-vous les baisser? On a déjà un peu répondu à tout ça. Hein. La taxe foncière, non, on ne va pas la baisser, ça, c'est pas possible. Par contre, on ne va pas l'augmenter. Ça, c'est une certitude. Encore une fois, la contribution du foncier va mécaniquement augmenter, encore une fois, pas par la taxe foncière que payent les gens, mais par le nombre de personnes qui vont payer la taxe foncière. Voilà. Donc, on n'augmente pas la taxe foncière. La question des activités culturelles, bien entendu, nous continuons à subventionner les activités qui sont positives pour la ville. Sur la partie culturelle, bien entendu, nous nous référons à la loi de 1905 qui ne permet pas de subventionner le culte, quel qu'il soit. Moi, je rajouterais pour les associations culturelles et sportives que notre objectif, c'est d'associer tous les clubs
au rayonnement de la ville et donc de continuer à les aider, et que ça soit d'une façon de subvention financière ou d'équipement ou d'aide, de recherche de sponsoring, etc. Mais ce que nous voulons, c'est que l'approche culturelle et l'approche sportive soient ouvertes pour tous, à tous, et qu'on puisse augmenter encore le nombre de licenciés. Je crois qu'on est à 15 000 aujourd'hui. On a, dans nos vignettes et on a pensé à faire d'autres activités, alors sportives et aussi un peu, on va dire, pas sportives, mais de détente, comme le paddle, comme le beach volley, et pourquoi pas un bowling pour que les jeunes et les moins jeunes puissent profiter et découvrir de nouveaux sports et de nouvelles animations et de nouvelles distractions. Merci. Alors, oui, effectivement, il faut que je cite le nom des gens qui posent des questions. Donc, les questions précédentes étaient de Thomas Auvray et ici maintenant une question de Julie Marceau. Bonsoir, quelles sont vos propositions et leviers d'action pour contrer la gentrification, toujours plus chère, des magasins du centre-ville et les fermetures de commerces? Ça, on y a répondu en partie dans le programme, dès le mois de janvier, avec la volonté de la ville, si nous sommes élus, de reprendre des baux au nom de la ville et de créer on va dire, des baux commerciaux peu chers pour tout ce qui est création, artisanat, pour aider les Rueillois qui ont des envies, etc. Ça fait partie de la Fabrique des Talents, ça fait partie de tout ce projet que nous avons, parce qu'un bailleur privé, s'il respecte la loi, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que je suis comme vous. C'est Julie, non, qui nous a posé la question? Julie Marceau, oui. Voilà, Julie, je suis comme vous. Je suis triste de voir des magasins qui ouvrent. C'est souvent des franchisés qui tiennent 6 mois, 1 an, et puis qui partent après parce que où les conditions de location sont trop élevées et le chiffre d'affaires est trop bas, etc. Donc, il n'y a pas les vases communicants qui permettent de continuer l'activité. Mais nous y serons attentifs, et les raisons d'un centre piétonnier avec des terrasses plus avenantes, pas de bus, où on a un agent municipal qui bouge une barrière sur roulette toute la journée. Je pense qu'un agent municipal a beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup mieux. Et dynamiser, ça fera partie de notre action, et surtout d'aider les commerces à avoir beaucoup plus de clients avec les bus électriques, etc., etc. Mais tout ce qui est de l'ordre privé, à moins d'avoir un vœu pieux et d'aller voir les bailleurs en leur disant baissez vos prix, la mairie peut faire, sauf racheter les commerces et faire des baux pour des nouvelles boutiques, tout en restant compétitif par rapport aux autres. Il faut non plus ne pas faire de concurrence déloyale. Alors, après plusieurs questions sur les sujets de mobilité, quelle est votre politique en ce qui concerne la régulation des différents engins qui circulent sur les trottoirs, de Géraldine Nicole? Et avant, une question sur les vols de vélos qui se répètent au niveau de la gare RER, et comment proposez-vous de lutter contre ce fléau? Déjà, le fait dans notre programme d'augmenter de 57 à 65 agents de police, d'avoir 2 patrouilles supplémentaires, etc., va permettre de mailler un peu plus la ville. On a prévu aussi de la vidéosurveillance aléatoire. Alors, je m'explique, aléatoire, c'est qu'on pourra suivre et puis changer les caméras de lieu de façon à suivre les délinquants qui pourraient changer, puisqu'ils ne sont pas plus bêtes que nous. Quand ils voient une caméra, ils vont à côté. Donc là, on pourra avoir des leurres et avoir des vraies caméras. On a prévu également d'augmenter le nombre de vélos, parce qu'au Mobipole, mon épouse laisse son vélo depuis plusieurs années, et quand on a un Navigo, on rentre il n'y a jamais eu de vol. Alors c'est vrai que quand on laisse son vélo à l'extérieur, il y a des vols. Alors que faire? Vous incitez à mettre des antivols solides, vous incitez à les rentrer dans la station Véligo du Mobipole, qu'on va agrandir, et puis faire attention.
On ne peut pas mettre un policier derrière chaque délinquant, malheureusement. De Kevin Lemercier, question scolaire. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose pour les enseignants, les enseignantes rueilloises envoyés dans les villes périphériques et qui n'ont aucune chance d'obtenir un poste sans avoir 20 ans d'expérience, 3 enfants, etc. Est-ce que ça, c'est de la compétence de la municipalité? Ce n'est pas de la compétence de la ville. La ville, par exemple, on va rappeler schématiquement l'éducation nationale. L'école primaire est à la charge de la ville, les secondaires, les collèges au département et les lycées à la région. Et après, l'État prend le pas pour l'enseignement supérieur. On a, nous, ville, à gérer les établissements, donc le foncier et les bâtiments, et tout le personnel administratif, les ATSEM, etc. Donc, on n'est pas du tout responsable de la nomination ou de la non-nomination de Rueillois qui habiterait à Rueil, mais qui travaillerait à Sarcelles ou à Neuilly ou ailleurs. Ça, ce n'est pas de notre ressort. De Didier Vert, comment limiter le nombre d'arbres qui tombent, hélas, dans notre vie du fait de la densification? Et de la même personne, comment limiter la bétonisation? Les quartiers presque champêtres se transforment en lotissements, voire en immeubles. Alors, on va être très clair. Nous, si nous sommes élus, tous les permis de construire à venir seront bloqués, puisqu'on est largement, comme je l'ai dit dans ma vidéo qui est dimanche soir et que vous avez certainement dû voir, l'objectif de l'État, c'était pour le Grand Paris, bien entendu, parce qu'on ne peut pas faire le métro du Grand Paris si on ne construit pas. C'était 3700 logements sur la période de 6 ans où on est en plein dedans. On en est déjà à 6300. Donc, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas l'État qui nous oblige à construire, c'est la mairie qui construit allègrement. On l'a vu à la ZAC de l'Arsenal, pour faire 100 mètres carrés de jardin supplémentaire, au lieu de on est passé de 6 à 8 étages. Vous avez vu les grues tout à l'heure. Donc, c'est clair, nous, on arrête tout. On privilégiera, si tant est que ça soit conforme, les immeubles de 2 ou 3 niveaux et les maisons de ville, etc., pour retrouver de la verdure. Et les arbres, malheureusement, les arbres qui tombent et qui sont abattus, on le voit par exemple là, les peupliers qui étaient rue Lionel-Terré pour construire encore quelques centaines de logements. Je suis moi personnellement contre. Donc il faudra nous aider aussi en votant pour qu'on arrête tous ces abattages. Joseph Baderwing, vous dites que les conseils de village seront élus par les habitants de quartier. Ce n'est pas le cas actuellement? Eh non. Alors, les conseils de village, le président du conseil de village est élu, est nommé par le maire. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez les candidats, les colistiers de Patrick Ollier, certains avant étaient présidents ou présidentes de village, d'autres le sont encore, etc. Donc, on va dire que c'est une marche pour devenir conseiller municipal. Nous, ce que nous voulons, c'est que ça soit réellement des gens de chaque village qui se présentent et que ce soit les habitants du village qui votent. Et après, comme au conseil municipal, s'il y a 10 personnes qui sont élues ou 12, on n'a pas encore décidé du nombre exact de personnes, mais c'est un engagement de chaque personne de se présenter. C'est aux électeurs du village de voter pour ces gens-là. Et ceux qui seront élus, les 10 ou 15 membres, éliront leur président du conseil de village sans que la mairie s'en occupe. Nous préférons, parce que quand je dis je, c'est l'équipe préfère avoir des personnes qui sont attachées à leur village, qui posent les bonnes questions, qui peuvent de temps en temps nous dire ça c'est pas bien, il faut refaire, parce que nous serons ouverts. Voilà. Merci. Alors, de Tony Verton, bon, la question est assez courte. Et pour les associations de maladies rares, donc je crois comprendre qu'il s'agit des subventions, est-ce que vous allez faire davantage de choses ou moins de choses pour les associations concernant les maladies rares? Je n'ai pas dire non, ni je ne vais pas dire oui, parce que là, aujourd'hui, ça serait un peu tout le monde reste gratis, on augmente les subventions, on n'augmente pas les impôts. Comme je l'ai dit dans le programme, on aura 100 jours, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, là, maintenant, on a un peu perdu de temps, parce qu'au début, c'était début juillet, on devait vous présenter un programme après 100 jours. Là, ça va être à l'automne que nous allons proposer et étudier, puisque beaucoup de choses qui nous sont inconnues ou interdites, on va dire,
nous serons ouvertes, puisque si nous gagnons, tous les livres seront ouverts. Et il n'y a aucune raison de refuser une subvention à une association qui nous propose un projet concret, un projet ficelé, un projet qui apporte quelque chose. J'ai été 4 ans au sport. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je me suis battu, et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans ma lettre de démission, je me suis battu pour que certaines associations qui avaient un petit budget aient un budget augmenté parce qu'ils proposaient de créer une section féminine, ils proposaient de pouvoir suivre un enfant autiste, ils pouvaient aussi accepter de prendre des gens handicapés. Donc, toutes ces choses où les gens sont souvent dépendants ou exclus, c'était un peu mon fer de lance, en plus d'autres sports habituels comme le foot, le basket, etc. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne réponde pas à votre demande. Très bien. Anne? Et moi, je voudrais apporter un complément. Il s'avère que pendant la période de confinement, nous avons pu beaucoup travailler avec une association de médecins à Rueil sur des questions d'équipement et autres. Et ça a été l'occasion d'échanger sur tout un tas de sujets. Et il faut savoir que les professionnels de santé sont porteurs de propositions qui ne nécessitent de la mairie qu'un simple soutien. On n'est pas dans le financement. Alors, on n'est pas sur le sujet des maladies rares, là, mais notamment, j'ai pu avoir des échanges assez approfondis sur les adultes handicapés âgés qui aujourd'hui se retrouvent en EHPAD. Ça n'est pas la bonne solution, ça n'est pas une bonne solution médicale. Clairement, ce sont des sujets qui, quand ils viendront sur la table, seront écoutés. Nous, ce que nous voulons, j'ai parlé de la méthode réelle tout à l'heure, c'est qu'on puisse venir en tant que responsable professionnel de santé, mais pourquoi pas représentant d'une association de patients. Là, on est dans le domaine de la santé, c'est le mien, c'est pour ça que j'y suis particulièrement sensible. Nous sommes tout à fait prêts à écouter les projets qui peuvent être proposés et à les porter. Ça peut passer par de la subvention, bien sûr, mais pas que. Des fois, le soutien de la mairie peut prendre une toute autre forme. La mairie peut être un facilitateur, peut parfois fédérer des initiatives avec d'autres villes proches, qu'elles soient ou pas dans le même établissement public territorial que le nôtre. Donc voilà effectivement un sujet, je reviens encore et encore à cette méthode réelle, c'est porte ouverte. Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse à tout, nous n'avons pas pu instruire l'ensemble des sujets, mais nous pourrons en discuter. Merci. De Julien Porte, bonsoir Monsieur Jean-Mer. Je sais que vous avez toujours soutenu le sport de haut niveau à Rueil et le sport sous toutes ses formes. Comptez-vous aider plus nos clubs d'élite si vous êtes élu? Et cette personne rajoute, allez le RAC. Alors le RAC, il y a plus d'une dizaine de sections, et c'est vrai que on a le basket en N1, on a le hand qui est passé maintenant en National 3, je crois. On a le tir à l'arc, c'est pas le RAC, mais le tir à l'arc qui a eu un champion du monde, etc. Oui, on a des grands sportifs et on va les aider, sans oublier le sport de masse et sans oublier aussi la formation et intéresser les jeunes à l'école. Et ce que j'avais fait en 2008 et en 2009, les basketteurs avaient passé quelques heures dans différentes écoles pour leur montrer ce que c'était le basket, etc. Il faudrait l'étendre à plusieurs sports collectifs en plus, parce que je pense que le sport collectif apporte beaucoup dans l'architecture d'un enfant et dans la bienveillance qu'il peut avoir après avec les autres écoliers. Donc oui, nous ferons et sport d'élite et sport de masse. Avec malheureusement, le défaut, c'est qu'on est près de Paris et que l'attraction parisienne est très forte. J'ai une question qui est une aide fière, bureau, financement des entrepreneurs dans la commune, plutôt que juste le loyer exorbitant. Oui, il faut aider les jeunes entrepreneurs, il faut aider les entrepreneurs tout court à venir à Rueil-Malmaison. On peut faire sur le haut de Rueil d'avoir un environnement qui puisse accueillir et donner des conditions particulièrement
ouverte et avantageuse aux entrepreneurs. Il y en a beaucoup à Rueil. Et puis, on peut faire venir aussi d'autres entrepreneurs qui souhaitent quitter Paris et venir nous rejoindre. C'est une ville qui va être dynamique, qui va apporter et qui va attirer de nombreux entrepreneurs. Bonsoir, quels sont vos leviers pour limiter de nouveaux leviers? Comment pouvez-vous freiner cette course aux 100 000 habitants? On a un peu répondu tout à l'heure sur la bétonisation, mais là, on est plutôt sur la strate démographique de la question. Non, il y avait une obligation légale, étatique, de construire les logements. Les logements sont construits. On n'a aucune raison d'accepter de nouveaux permis de construire. Je rajoute ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si nous prenons, si nous sommes aux affaires dès le 29 juin, je ferai contrôler tous les permis de construire modificatifs, puisque souvent, on signe. Il faut savoir aussi que le permis de construire n'est plus voté par le conseil municipal, mais voté au POLD. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas représentés au POLD. Donc, nous avions beaucoup de mal à savoir ce qui se passait. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en obligation d'accepter un nouveau permis de construire. Donc, toutes les grandes opérations seront sujettes, d'ailleurs, c'est une des propositions de notre programme, à un référendum et à l'avis, avec un audit, un avis des habitants qui seront impactés par un projet de cette ampleur. Par exemple, on va prendre le cas des immeubles de la rue Lionel-Terré, Buzynval, Jean-Cher, Malmaison, Saint-Cucuffa, etc. C'est tous les villages limitrophes. Nous tiendrons compte de leur avis et nous leur donnerons aussi notre avis. Hein. On décide quand même à la fin, mais il faut toujours qu'on ait un dialogue. C'est la base de notre équipe et de notre mandature. Préciser ce qu'est le POLD. Alors le POLD, Oui, on me voilà. demande de préciser. Avant, vous aviez la communauté d'agglo du Mont-Valérien qui regroupait Suresnes, Nanterre et Rueil. Aujourd'hui, le POLD, c'est Paris-Ouest-La Défense. Il y a 11 communes. Il y a Nanterre, il y a Neuilly, il y a Saint-Cloud, il y a Garches, il y a Rueil. Et le système même si nous ne sommes pas représentés, le système de vote, c'est à l'unanimité. Donc, il y a la conférence des maires avant chaque grand conseil communautaire qui décide dans l'entre-soi le PLU de chaque ville. Donc, il est clair que dans ce cas-là, si Rueil présente son PLU et qu'il est accepté par les autres, Rueil va accepter celui de Nanterre, celui de Neuilly, etc. Donc, c'est de l'entre-soi. Et nous voulons mettre à l'arrêt ce système. Je pense que le PLU, plan local d'urbanisation, doit revenir à la municipalité. De Julie Marceau à nouveau, seriez-vous favorable à une extension des horaires d'ouverture pour les parcs municipaux comme Bois-Préau? Tout à fait, sauf que l'exemple est mal choisi. Bois-Préau est une propriété du ministère de la Culture et c'est la ville qui le gère. Mais je suis tout à fait d'accord. Quand on voit des journées comme ça, on pourrait imaginer que ça soit ouvert jusqu'à 22 h ou à la tombée de la nuit, par exemple. Mais bien, on tout va à prendre fait, la dernière c'est enregistré. question, il est 19h54. La déchetterie de Rueil, peut-être c'est une très belle idée, mais pourquoi accueillir toutes les villes voisines? Alors, il n'y aura pas de déchetterie rue Léon Ourlier si nous sommes élus. Il y aura encore plus de jardins partagés. Nous ferons en sorte de sortir du CITRU, qui est un syndicat qui est plus axé sur les Yvelines, puisque Rueil est la seule ville des Hauts-de-Seine à être adhérente. Alors, ça prendra certainement du temps, il y a peut-être des obligations. Nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants pour sortir d'un syndicat, mais je pense que la logique voudrait qu'on se rapproche de Nanterre et des autres villes de POLD pour faire une déchetterie qui n'embête pas, qui ne soit pas dans une zone et constructible, puisque ça construit encore beaucoup là-haut, et une zone de résidentielle. Voilà, je cherchais le terme. Donc, j'ai déjà pas mal circulé, mais à la frontière de la ville de Rueil et de celle de Nanterre, il y a des zones industrielles dont certaines sont pour le moins en état avancé de délabrement. Et je pense que ça serait beaucoup plus simple de faire une déchetterie à côté de ces endroits. Surtout, vous avez la Seine à quelques centaines de mètres qui pourrait être un exutoire, si c'est peut-être pas le bon terme, mais la possibilité de
de faire partir les déchets par voie fluviale, puisque nous avons la Seine à Rueil, mais on n'en profite pas assez, que ce soit au niveau industriel qu'au niveau touristique et sportif avec l'aviron, etc. Donc ça aussi, c'est une volonté de faire revivre la Seine, les impressionnistes, etc. Quand je me balade à Chatou ou à Bougival, je suis déçu d'habiter Rueil. Donc pour ne pas être déçu, votez pour nous. Question de Madame Jamard. Quid du devenir de la Villa Familia à Rueil et donc des cantines qui y sont? Alors oui, alors c'est pas un dossier qu'on a instruit en profondeur, mais la Villa Familia, clairement, c'est quelque chose d'important qui est un bon complément de l'aide départementale, notamment dans les médiations familiales. On a pu en discuter avec un médecin scolaire, Flore Martini, qui est peut-être en ligne d'ailleurs. Je crois qu'elle s'intéressait à la soirée de ce soir. Peut-être une chose qui serait à réfléchir, c'est d'étendre les horaires, parce qu'aujourd'hui, les horaires de la Villa Familia ne permettent pas aux parents qui travaillent d'accéder à ces services qui sont quand même très, très importants dans la gestion des relations familiales. Très bien, merci. Comment financerez-vous les 4 lignes de bus électriques? Je suis rassuré là-dessus parce que sur ce projet, parce que la semaine dernière, on n'était encore pas en confinement, mais on était en campagne électorale, j'ai été convoqué, il n'y a pas d'autre terme, à une commission d'appel d'offres, où on m'a proposé de voter pour un budget de 700 000 € par an pour l'achat de 2 bus thermiques, d'un bus GNV et d'un minibus électrique. Et je leur ai dit, mais pourquoi des bus de 59? Alors on m'a expliqué que c'était pour les écoles. J'ai dit, oui, ça j'ai bien compris, mais on peut très bien avoir des bus électriques si c'est pour aller de l'école Jean de La Fontaine à la piscine des Closeaux ou à la nouvelle piscine. On n'a pas besoin d'avoir des thermiques. Oui, mais d'un autre côté, on va faire que de temps en temps emmener des écoliers de l'école X ou Y à Deauville ou à des sorties. Et j'ai très bien compris. J'attends qu'on m'envoie le nombre de sorties au-delà de 200 km, aller, 200 km retour, parce que j'aurais dit, moi, vu ce budget, il est préférable de louer un bus avec chauffeur pour une journée. Moi, j'ai déjà loué des bus pour des événements d'entreprise et ça coûte entre 1 500 et 2 500 € maximum. Donc, c'est à voir, mais quand j'ai vu le budget annuel, et c'est un engagement de 3 ans, ça fait donc à peu près 2 millions de budget. On peut avoir des minibus, et pas besoin quand je dis minibus, c'est que ça puisse aller dans les petites ruelles, aller chercher les gens, etc. Et à côté de cette flotte de minibus électriques qui sera vraiment dédiée à la ville intramuros, on louera des bus pour les sorties scolaires ou les autres sorties, etc. Mais pas besoin d'avoir des bus, les bus thermiques avec ville de Rueil-Malmaison, peint en blanc, etc. On peut faire l'économie de ça et avoir des bus très bien de différents, de Lyon, Savac, etc. Et mettre un autocollant Rueil quand c'est Rueil qui le loue le lundi, et puis le mardi, c'est une autre ville ou une autre entreprise qui le loue. Mais aucune raison d'avoir ces bus à demeure. Très bien. Voilà, donc le budget est prévu, ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas 4 lignes, c'est 20 minibus qui font des navettes, plus ou moins suivant les jours. Hein, donc les navettes, c'est plutôt le samedi et le dimanche, de façon à ce que les gens puissent descendre en minibus et remonter en minibus avec un programme en croix, Rueil-sur-Seine, centre-ville, centre-ville, Buzenval, Buzenval, plateau, etc. Un petit mot de la fin. Tout a déjà été pré-programmé. Pourquoi tout n'a pas été prévu? C'est parce que avant de présenter un dossier finalisé, on vous le présentera avec les conseils de village qui auront été élus et qui représenteront la diversité des habitants et la volonté de travailler ensemble et de construire ensemble une nouvelle ville. D'autres questions? Merci François Jeanmaire, merci à tous. Fin de cette réunion, apparemment j'ai plus de connexion, donc tout va bien.
Alors, je vais le faire alors à ce moment-là. Ou alors François va prendre la main pour dire. Eh ben, je prends la main et donc on me donne en gros plan François Jeanmer. Merci. La technique. Non, ben, je vous remercie. Vous avez été nombreux. Vous avez posé des questions. Elles n'étaient pas toutes faciles. Elles seront plus faciles dès qu'on décidera de travailler ensemble, puisque notre souhait, c'est de dialoguer et d'arriver à construire une ville de Rueil plus solidaire, plus responsable, plus verte, plus équilibrée. Merci de votre confiance, merci de votre patience. Pendant 1 heure, vous nous avez écoutés, nos réponses, notre programme, etc. Donc, j'espère vous voir nombreux dans les bureaux de vote dimanche, et encore plus nombreux dimanche vers 22 h pour fêter notre victoire. Merci.